Si mes souvenirs sont exacts, on avait vu donc de manière très générale que pour une équation différentielle linéaire à coefficient constant et à second membre nul, eh bien en fait, déjà, si on trouvait le polynôme caractéristique et les racines du polynôme caractéristique, alors, quelle que soit la racine R indice K, j'ai mis des K, j'ai mis des I, j'ai mis quoi? Pour les racines, j'ai mis quoi? I. Alors, quelle que soit la racine RI du polynôme caractéristique, exponentielle de RI fois T est solution de l'équation différentielle. Ça, on l'avait écrit? Ouais. Et je vous avais dit qu'en fait, les solutions de manière générale, c'était l'ensemble des combinaisons linéaires des RI, d'accord, et les j'avais appelé ça des AI probablement, étaient dépendantes des conditions initiales. On est d'accord? Et que donc forcément, l'ordre, on avait parlé de l'ordre ou pas encore? Enfin, du rapport entre l'ordre d'un je ferai ça dans le cours de physique, d'accord? Mais en fait, grosso modo, ça signifie qu'il vous faut autant de conditions initiales que lors de votre équation différentielle. Ça, c'est le truc important. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on fait pour résoudre des équations différentielles d'ordre 1, et on va commencer à faire les équations différentielles d'ordre 2. D'accord? L'ordre 1, ça va assez vite. Vous allez voir, c'est pas très vite, simplement parce que le polynôme caractéristique n'est pas très compliqué. Donc ça, c'est le petit 2, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Il y a un petit, je suppose. On était au grand 2. Ah, grand 2, je l'ai appelé comment? Équatif à coefficient constant d'ordre n à second nombre. D'accord, et j'ai pas fait un petit 1 genre généralité ou un truc comme ça? Si. C'est le grand 1 généralité. D'accord, oui, non, mais j'ai pas mis de petits subdivisions tout. C'est pas grave, donc je change de partie, c'est pas gênant. Donc, équadif linéaire d'ordre 1 à coef constant et à second membre nul. Non, mais c'est hyper important parce que elles en ont des propriétés particulières, celles sur lesquelles on sait bosser. Donc, bien entendu, vous avez obligation de savoir lire ce titre sans reprendre votre respiration. D'accord? Ça, c'est la base. Voilà. Donc, on parle d'équations linéaires d'ordre 1 à coefficient constant, d'équations linéaires, pardon, d'ordre 1 à coefficient constant et un second membre nul. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, vous allez y arriver. Alors, ça, c'est la version compliquée. Il s'avère qu'en fait, cette équation est de la forme, si vous avez compris comment ça marche, en fait, vu qu'elle est d'ordre 1, on va avoir combien de termes? Deux termes, effectivement, qui vont s'écrire A1. Oui. C'était que la fonction, elle s'appelle comment? Je l'ai appelée f, c'est ça? Ouais. D rond de f sur D rond... D rond, pas D rond. D de f sur D de t. Plus A0f est égal à 0. D'accord? Voilà la forme d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 linéaire. D'accord? Je vous rappelle qu'on a supposé qu'à chaque fois, AN et A0 étaient non nuls. D'accord? Parce que sinon, vous voyez que là, ça se voit très clairement. Hein, si A0 est nul, vous avez en fait une équation différentielle d'ordre 0, mais en df sur dt, si A est nul, vous avez même pas une équation différentielle. D'accord? Voilà. Alors, on a par stabilité que A0 et A1 appartiennent tous les deux à R plus étoile carré. D'accord? Tout simplement parce que, en fait, comme il doit avoir le même signe, je choisis de les prendre positifs. Vous êtes d'accord que multiplié par moins 1, cette équation différentielle ne change pas les solutions? Vu que c'est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc je choisis de les prendre tous les deux strictement positifs. Ils sont non nuls par hypothèse et ils sont positifs par stabilité. Discussion qu'on vient d'avoir. Alors, l'idée, la chose suivante, c'est qu'on va regarder un peu comment ça se passe en maths et surtout comment on va faire de la physique avec ça. Donc, le polynôme caractéristique s'écrit comment? Alors, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler P1 de x, comme c'est d'ordre 1. Comment on écrit le polynôme caractéristique? Si vous avez compris comment ça marche, ça aurait été pas mal de regarder votre cours. Effectivement, en fait, ça donne quoi? Ça donne effectivement A1x plus A0. Alors, trouver le polynôme caractéristique, c'est vraiment hyper simple. Vous remplacez chaque dérivation par x à la puissance de l'ordre de dérivation. Et là, en se souvenant que f, c'est dérivé d'ordre 0. Donc, faites gaffe, décalez pas. Hein. Ça, c'est pas x carré x, c'est x et x puissance 0.
Combien de racines? Une seule, c'est d'ordre 1. Hein. D'accord, vous avez un théorème général. Dans la racine est, je vais l'appeler petit r. C'est quoi la racine de ce polynôme? Effectivement, c'est moins A0 sur A1, qui a le bon goût d'être strictement négative et le bon goût d'être définie. Oui, je t'écoute. Caractéristique. J'ai oublié le théristique, mais voilà. Le P-carac, quoi. On est d'accord sur ce truc-là? Alors, comme vous le savez, en physique, on aime bien manipuler des grandeurs qui sont positives en général, parce que c'est souvent ces grandeurs-là qui ont un sens physique. Ok. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport A0 sur A1. Donc ça, c'est un truc très important. Là, c'est le moment où moi, je commence à dévier du cours de maths, parce qu'en fait, en physique, on a des notations spécifiques sur le sujet, d'accord? Et donc, je vais commencer maintenant. Donc, en général, en physique, on pose taux égale A0 sur A1. Pardon, A1 sur A0. C'est n'importe quoi. Qui est strictement positif. Et ce truc-là porte un nom. On l'appelle le temps caractéristique de l'équation différentielle. Qu'on appelle temps caractéristique du système. Et en fait, ça a une conséquence, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prendre n'importe quelle équation différentielle et la multiplier par -1, mais vous voyez qu'en fait, on peut faire plus que ça. Est-ce que vous êtes d'accord que les solutions de cette équation différentielle-là, c'est les mêmes que l'équation différentielle où j'aurais divisé par A1? Puisque de toute façon, ça vaut 0. D'accord? Donc, l'équation différentielle s'écrit alors, eh bien en fait, sous une forme hyper particulière, qui est la chose suivante. df sur dt plus f sur taux est égal à 0. D'accord? Et donc j'insiste lourdement sur le fait qu'on a divisé par A1, ce qui fait que ce truc-là, là, c'est égal à 1. Autrement dit, vous avez un coefficient multiplicatif du terme en df sur dt qui vaut 1. D'accord? Donc clair? J'ai divisé par A1, et comme taux c'est 1 sur A0. Petite remarque, c'est homogène, puisque je rappelle que la dimension de df sur dt, c'est la dimension de f divisée par un temps. Et là, donc, c'est bien f divisé par taux. Aucun problème. Ça se passe donc fort bien. J'ai le droit d'appeler ça un temps. Parce que ma définition est homogène. D'accord là-dessus? Bon. Et ce truc-là porte un nom. Ça s'appelle la forme canonique. Voilà. Des équatifs d'ordre 1. Donc si je vous demande de mettre une équation différentielle d'ordre 1 sous forme canonique, en fait, il faut la bricoler pour qu'elle ait cette tronche-là. Autrement dit, faire apparaître le taux. Le 1, là, c'est hyper important, d'accord? Le taux, il ne faut pas le prendre au pif. D'accord? C'est pour ça que c'est défini de façon univoque. Le coefficient là, ça doit être 1. C'est la forme canonique. Bon, à partir de ce moment-là, on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu la semaine dernière en cours. Pourquoi j'écris ça en blanc? J'écris pas ça en blanc du tout, j'écris ça en rouge, brillant, avec des étoiles partout et des licornes. Voilà, on est parti. Donc ça, c'est à connaître par cœur. C'est pas extrêmement compliqué, mais je pense que vous le savez déjà, puisque vous avez déjà fait les systèmes d'ordre 1 quand vous étiez au lycée. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme. En fait, c'est pas très compliqué, c'est une combinaison linéaire des exponentielles des racines fois t, sauf que la racine, elle vaut moins A0 sur 1, et donc elle vaut moins 1 sur taux. On est d'accord que R vaut moins 1 sur taux, vu que j'ai pris taux dans l'autre sens. Et donc, c'est pas très compliqué, ça vous donne que f de t, c'est égal à une constante, donc ça c'est l'équivalent de A1, mais je vais l'appeler juste A, exponentielle de moins t sur taux, avec A appartenant à R. Voilà, ça vous connaissez ça, sans problème majeur, d'accord? Avec A appartenant à R, déterminé par les
condition initiale. Donc vous voyez que vous avez une infinité de solutions possibles, puisque vous avez une infinité de valeurs de A possibles. Par contre, si vous connaissez des conditions initiales, vous n'avez qu'une seule valeur de A possible. D'accord? Vous trouvez ça l'année prochaine en maths. On constate que cette fonction a le bon goût de converger, même elle tend vers 0. Donc ça, c'est un grand classique des solutions des équations différentielles à second nombre nul. Elles tendent soit vers 0, soit vers plus l'infini. Voilà. Donc, et en l'occurrence, en physique, comme elles n'ont pas le droit de tendre vers plus l'infini, ben c'est terminé. D'accord? On est au clair là-dessus? Alors, je vais vous faire quelques petits rappels dans cette histoire-là. Donc, vous voyez que ceci a l'allure suivante. Alors, ça peut avoir des allures différentes si vous avez un second membre non nul. Mais dans le principe, quelle est la valeur déjà en t égale 0? Oui, effectivement. Ouais, j'ai eu entendu un A, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est un A. Voilà. Donc ça part de A, effectivement, et ensuite vous avez donc une fonction exponentielle qui descend comme ça. Tranquillement mais sûrement, d'accord, et qui tend asymptotiquement vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Oui. Condition initiale. C'est condition initiale pour la raison de l'aujourd'hui. Alors, petite remarque, on peut lire sur le graphique les valeurs de taux. D'accord, en fait. Alors, vous avez appris une méthode qui est une méthode épouvantable, qu'on appelle la méthode de la tangente. D'accord? Et qui est une méthode qui marche extrêmement mal pour une raison très très simple, c'est que pour tracer la tangente en un point, il est bien d'avoir la courbe de chaque côté du point. Or, il s'avère qu'en général, vous tracez la tangente ici, et il vous manque l'autre bout de la courbe. Et donc, en fait, si vous tracez la tangente, vous avez une incertitude sur le sujet qui est de l'ordre d'un facteur 10, quoi. Enfin, vous faites à peu près ce que vous voulez avec la tangente. En général, on vous dit, vérifie que ça marche bien, et bon, ok, d'accord, ça marche pas comme ça. Donc, on va le faire, nous, on va le faire autrement. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, bien entendu. Donc, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour trouver taux. Je vais vous rappeler, bien entendu, celle-là, mais cette méthode-là est une méthode, a priori, trop imprécise pour qu'elle soit utile. Donc, première méthode, si vous tracez la tangente à l'origine, d'accord, elle coupe l'axe des abscisses, donc ça, là, c'est taux. D'accord. Donc ça, c'est la tangente en t égale t0. D'ailleurs, je prends t égale 0, mais en fait, je pourrais prendre tout simplement t0, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc comme ça. Voilà, bon, je vais mettre en t égale 0. Donc, cette méthode est très imprécise pour trouver taux. Donc, une méthode qui est un peu meilleure, enfin moi je trouve qu'elle est un peu meilleure en tout cas, c'est en fait de se souvenir des valeurs diverses et variées de exponentielles. Donc je repars de A, je descends mon exponentielle comme ça, d'accord, voilà. Alors comme je fais une exponentielle au pif, ça ne va pas très bien marcher. Pour celles et ceux qui ont leur calculatrice disponible, je vous demande de calculer exponentielle moins 1. Oui. Bah, sortez votre calculatrice et puis on va trouver ça. D'accord. Donc, je vous rappelle que donc, tout ça, ça fait A, d'accord? Donc en fait, c'est la distance entre le début et la fin. Oui. Ouais. 0,37, d'accord? Oui, 0,63, c'est 1 moins 100. Donc en gros, ça signifie que... Alors, je vais le placer ici, c'est à peu près un gros tiers, d'accord? C'est à peu près là. Donc ici, en fait, vous avez 0,37 fois A. Et de l'autre côté, vous avez à peu près donc 0,63 fois A. Donc autrement dit, quand vous avez fait 63% du processus, c'est-à-dire entre le début et la valeur asymptotique, vous êtes à taux. D'accord. Ça, c'est une première version. Il y a une deuxième version qui est meilleure. En fait, vous voyez que si on faisait 2 taux, en fait, si vous avez une incertitude, vous allez la diviser par 2. Donc en fait, 2 taux, c'est plus intéressant. Ça vaut combien, exponentielle moins 2? Non, c'est plus bas que ça. Ouais. Ça fait 0,13 effectivement. C'est pas 0,14, on a rendu ça un peu? 0,14, c'est ça. Voilà. Donc en gros, si vous mettez là, vous serez à 2 taux. Et là, vous êtes à 0,14. D'accord, je vais mettre ça là. Et donc en gros, ça signifie que quand vous avez fait 86% du process,
Si vous avez fait 86% du processus entre le début et la valeur asymptotique, alors vous y avez passé 2 taux. D'accord? On est d'accord là-dessus? Donc en gros, pour moi, si vous voulez trouver taux, vous utilisez soit la méthode avec 63% de la marche, d'accord, du début jusqu'à la valeur asymptotique, ou 86%, et vous lisez en fait à chaque fois sur quelle abscisse vous tombez. 0,14, voilà, c'est ça. Alors il y en a une autre qui consiste à dire à quel taux on est au milieu, par exemple, d'accord? Donc c'est le moment où en fait, grosso modo, l'exponentielle vaut moins 1,5. Donc ça c'est quand taux vaut log de 2. Enfin voilà, il y a des trucs à la con comme ça, il y en a plein, hein, c'est à peu près toujours les mêmes, voilà. Petite remarque, qui est un truc qui est extrêmement utilisé par mon collègue d'en face, le chauve, pas l'autre. Voilà, le chauve, pas l'autre. Ouais, il n'est pas chauve, mais bon, voilà. À 3 taux, on a parcouru combien? C'est combien exponentielle de moins 3? Ça fait 0,05, donc à 3 taux, en fait, on a réalisé 95% du régime transitoire. Enfin, du parcours, quoi. Donc à 3 taux, vous êtes à 95%. Petite remarque, il faut combien de taux pour atteindre 99%? 5, d'accord? Ça, c'est le problème de l'exponentielle, hein, c'est que ça, c'est asymptotiquement tendant vers 0. Donc plus vous voulez être proche de la valeur asymptotique, et plus il faut attendre longtemps. Ça, c'est la raison pour laquelle mes collègues de SI, en général, prennent 3 taux comme approximation à 5% du fait qu'on est bien sur la valeur asymptotique. D'accord? En général, les profs de SI prennent 3 taux, c'est le truc un peu basique comme ça. Donc, en fonction de ce que vous voulez, donc c'est pour ça que vous allez tomber dans la littérature sur les trucs du type, au bout de 3 taux, on est au régime, on a atteint la valeur asymptotique, ou au bout de 5 taux, on a atteint la valeur asymptotique. C'est vraiment, est-ce que vous avez une tolérance à 5% ou à 1%? On est au clair là-dessus? Donc, ce n'est pas des valeurs qui viennent de nulle part, c'est juste, est-ce qu'on est à 5 ou à 1%? 4 taux est perdu entre les deux, ça intéresse personne. 4 taux, c'est un... Voilà. Petite remarque, la méthode pour trouver taux à partir de 3 taux est très problématique, parce que vous voyez que la courbe, elle est très plate, là. Donc, vous allez vraiment augmenter votre incertitude sur l'intersection. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien soit taux, soit 2 taux, qui me semble être celle où l'incertitude est la meilleure si vous lisez une courbe. Voilà, rien de plus. On est au clair là-dessus? Ça, franchement, c'est dégueulasse. Enfin, franchement... Non mais, je sors un exponentiel, même sous Python, hein, pas un truc expérimental. Je me pose devant, je vous dis trouvez-moi taux avec la méthode de la tangente, je suis sûr que j'ai 38 réponses différentes et avec un intervalle sévère, quoi, parce que tracer une tangente c'est très difficile, surtout quand, encore une fois, vous avez que la moitié de la courbe. Enfin, moi je suis même pas sûr de mon dessin, là, la tangente elle passe au-dessus, enfin j'ai fait un truc dégueu là, d'accord. On est au clair sur les systèmes d'ordre 1? Ça, vous le savez déjà, et c'est pas extrêmement compliqué. D'accord? Par contre, ça, c'est à connaître par cœur. Donc, dans le principe, vous prenez une équation différentielle d'ordre 1, vous la mettez sous forme canonique, vous trouvez taux, et vous écrivez les solutions comme ça. D'accord? Voilà. Et ensuite, A, on verra comment ça se passe en exercice, mais cette fois en physique, d'accord? Dans la version physique du problème, on le trouve avec les conditions initiales. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Maintenant, on va commencer à faire un peu plus de sport. Parce qu'on va passer au grand 4, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et aux équations différentielles d'ordre 2, d'accord? Et ça va être plus long, tout simplement parce que 1, vous avez 2 racines, et que 2, en plus, vous avez une disjonction de k. Bah oui. Équation différentielle linéaire, non, on s'arrête là après. Linéaire d'ordre 2 à coefficient constant et à second membre, toujours nul. Petite remarque, histoire que M. Lévy pète pas les plombs et moi pareil, on ne dit pas sans second membre. S'il n'y a pas de second membre, c'est pas une équation, hein, d'accord? Un second membre nul. Il y a une raison pour laquelle je fais un peu de rabâchage là, d'accord? Voilà. Si vous avez pigé comment ça marche, elle sait que ça s'écrit comment?
A2, effectivement, fois dérivée seconde de f par rapport au temps, plus A1 fois la dérivée de f par rapport au temps, plus A0 tout court, A0f, c'est égal à 0. Voilà une magnifique équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant et à second membre nul. Toujours pareil, A0, A1, alors non, plus exactement, A2 et A0 appartiennent à R plus étoile. D'accord, ces deux-là n'ont pas le droit d'être nuls. Par contre, on a une contrainte de moins sur A1, puisque A1 a tout à fait le droit d'être nul. D'accord. Et on verra le cas A1 nul un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. On est clair là-dessus? Sur cette histoire-là? Voilà. Alors, de la même façon qu'on pose un taux pour avoir une forme canonique, là ici, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais le faire comme ça. Alors, il y a un truc que je vais vous raconter avant de continuer. Votre cours de maths sur les équations différentielles et votre cours de physique sur les équations différentielles, c'est le même cours. Donc, si vous avez la moindre impression qu'il y a une contradiction entre les deux, ou qu'il y a un truc qui n'est pas pareil de chaque côté, vous posez la question soit à M. Lévy, soit à moi-même. On raconte la même chose sur les mêmes objets. Ça veut dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas pigé. D'accord? Et c'est hyper important que vous ayez les deux visions et que ces deux visions se complètent. Elles ne sont pas là pour se concurrencer dans cette histoire-là. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc l'idée est la chose suivante, c'est que si vous avez compris comment ça marchait, la forme canonique avant, quelle est la première étape que je vais faire ici, pour préparer un peu mon équadif. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure comme coefficient ici? J'avais 1, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aussi diviser. En fait on divise, hein, comme c'est égal à 0. On ne se pose pas de questions. Donc on est parti, ce qu'on va faire, c'est que on divise par A2, chose qu'on a largement le droit de faire, tout simplement parce que A2 a le bon goût d'être non nul dans cette histoire. Donc on se retrouve avec un terme comme ça, et on a donc ici un A1 sur A2 df sur dt, et on a ici un A0 sur A2 f est toujours égal à 0. Alors ça, moi je lui donne un petit nom, je l'appelle la forme précanonique. C'est-à-dire, je prépare le truc quoi, avec un 1 là. Voilà. C'est pas du tout un nom officiel, hein, c'est juste, je l'appelle comme ça, pour pas que vous oubliez de diviser par 1. Diviser par 2. Et en fait, en physique, on est parti, donc on pose. En physique, ceci est un truc purement de physicien. Alors, je vous rappelle que A0 et A2 sont de même signe dans cette histoire, ici on les a supposés tous les deux positifs, mais en fait, vous savez qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Donc ça signifie que le rapport A0 sur A2 est positif. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, j'ai le droit de poser que oméga 0 carré est égal à A0 A2. Autrement dit, j'ai tout à fait le droit de poser le fait que un carré est égal à ce rapport-là, puisque ce truc est strictement positif. On est d'accord? Avec oméga 0 qui est égal donc à racine de A0 A2, qui est aussi positif par ailleurs. Et ce truc-là porte un nom, ça s'appelle la pulsation propre. Voilà. Parce que c'est la pulsation à laquelle ce système-là va osciller si 1 est nul. Voilà. Donc je peux l'écrire si vous voulez, on le reverra après. Mais en fait, ceci est la pulsation du système. Mais comme vous ne savez pas encore c'est qu'une pulsation, c'est un peu tôt, mais c'est pas grave. Si A1 est égal à 0, et donc je vous mets un gros CF, d'accord? CF, oscillateur harmonique. Qui arrive. J'ai pas encore choisi si je le faisais dès le départ ou si je le faisais après l'électrocinétique. Mais oui, mais c'est un peu un terme confusant parce que typiquement l'oscillateur harmonique est bien le seul à pas avoir d'harmonique. Vu qu'il a qu'un fondamental. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre conversation. D'accord? Voilà. Alors, donc vous voyez qu'on a remplacé donc ce terme A0 sur A2 par un autre paramètre qui est oméga 0 carré. Oméga 0 est positif, hein, quoi qu'il arrive, c'est le résultat de mes racines. D'accord? Et ce qu'on pose, c'est ça.
Monsieur, Oui, c'est supérieur à 0. oui, c'est supérieur à 0. Pourquoi c'était... Donc je fais une petite boucle. Oui, parce que c'est un 0 qui est dans le vent, quoi. Il est un peu décoiffé. Alors ensuite, là je vais le mettre en blanc parce que c'est pas la notation qui est au programme en physique, mais c'est celle qui est au programme en SI. D'accord? On pose 2m oméga 0 qui est égal à A1 sur A0. D'accord? Donc ça, vous la croiserez bientôt. Ça, peut-être même dans 4 jours, là, parce que je pense que vous êtes sur le grill avec Monsieur Claire. D'accord? Avec M, coefficient d'amortissement. Voilà. Vous l'avez peut-être croisé chez Laplace, le M là. Donc voilà. Donc, poser ça, ça a un avantage, c'est que même si A1 est nul, vous avez le droit de le poser sans aucune forme de problème. Il suffit que M soit nul pour que ça fonctionne. D'accord? Alors, le programme de physique fait un peu autre chose. Alors, le truc, c'est que si A1... pardon, pourquoi j'ai fait sur A0? Excusez-moi, c'est sur A2. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. C'est celui-là. D'accord, c'est ce bout. Alors, petite remarque, en physique, on ne va pas faire tout à fait ça. On va dire que si A1 est non nul... pourquoi c'est du orange, c'est du vert? Pardon. Alors, petite remarque, si 1 est nul, on s'en fout de poser quoi que ce soit ici. De toute façon, ce terme-là n'existe pas. D'accord? Si 1 est différent de 0, on pose que A1 sur A2 est égal à oméga 0 sur Q. Et Q porte un nom, ça s'appelle le facteur de qualité. D'accord? Q s'appelle facteur de qualité. Je vais l'écrire là-haut, en moins moche. Non, pas au carré. Oméga 0 tout court. Mais justement, on va voir, ça a des conséquences sur l'homogénéité, etc., etc. Avec Q, facteur de qualité. Oui. C'est ça, tout à fait. Alors, petite remarque. Parce que ça a un sens pour plus tard, pour le régime forcé. Bon. En gros, ce qui va se passer en physique et en particulier en mécanique et en électrocinétique, c'est que Q est inversement proportionnel au terme de frottement. Autrement dit, plus votre résistance est élevée, plus vos frottements mécaniques sont élevés, et plus Q va être faible. D'accord? Donc en gros, on parle de qualité quand il va y avoir très peu de dissipation énergétique dans votre système. D'ailleurs, on voit que Q est égal à 1 sur 2m. C'est-à-dire que si le coefficient d'amortissement est élevé, typiquement un truc qui ressemble à des frottements, à des machins, etc., alors Q est faible. D'accord? Alors, petite remarque, et si on veut être très subtil, M appartient à 0 plus l'infini, 0 étant inclus, Q étant, et plus l'infini étant exclu, ce qui signifie que si on veut vraiment tirer la couverture jusqu'au bout, Q appartient à 0 exclu plus l'infini inclus. Ouais, c'est R bar privé de 0, quoi. C'est pas très grave. Donc Q peut être plus l'infini, en tout cas Q peut tendre vers plus l'infini si jamais les frottements sont nuls. D'accord? C'est le modèle oscillateur numérique, on verra ça après. Alors, ce qui est important dans cette histoire, c'est que donc l'équation différentielle, elle va se réécrire d'une façon différente. Vous avez beaucoup de choses à apprendre là, hein, d'accord? Vous n'avez pas assez de vos vacances pour ça, ce sera très bien. Donc, on réécrit donc l'équation différentielle sous forme canonique. Donc là, c'est extrêmement simple. Votre terme d'ordre 2, son coefficient devant, il est toujours 1. On ne se pose pas de questions. D'accord? Donc vous avez la dérivée seconde de f par rapport au temps. Le terme du milieu va s'écrire comment? Oui, suivez, c'est hyper important. Là, plus vous suivez, moins vous aurez à apprendre chez vous. C'est pas un W. Oméga 0 Q fois df sur dt. Ça sera oméga 0 sur Q, facteur de df sur dt, tout à fait. Plus. Bah, A0 Ouais, mais. Ah oui, donc oméga carré. Oméga 0 carré, facteur de f. Égale 0. Alors je l'ai réécrit comme ça pour une raison très simple, c'est que maintenant on va parler dimension. Tout à l'heure je l'ai évacué un peu rapidement parce que c'était assez simple. J'ai dit taux c'est un temps caractéristique et on vérifie que oui c'est un temps parce que c'est la même valeur, enfin c'est la même dimension que t. Ici en fait on va devoir travailler un peu plus mais c'est pas très compliqué. Quelle est la dimension de oméga 0? Si on l'a.
C'est Non, du temps moins 1. c'est effectivement un temps moins 1. Et tout le monde voit pourquoi. Pourquoi oméga 0, c'est l'inverse d'un temps. Alors en fait, il s'avère que ce terme-là doit être homogène avec ce terme-là. Or, ce terme-là, c'est la dimension de f qu'on ne connaît pas, mais divisé par un temps au carré. Ce terme-là, c'est la dimension de f multipliée par oméga 0 carré. Ce qui veut dire que la dimension de oméga 0 carré, c'est la dimension de l'inverse d'un temps au carré. Donc la dimension de oméga 0, c'est l'inverse d'un temps. D'où le fait, par ailleurs, qu'on appelle ça discrètement une pulsation, quand même. Qui est structurellement intéressante. D'accord, on va voir ça après. D'accord. Donc, oméga 0 étant seconde moins 1. Alors en fait, en vrai, elle est en radians par seconde moins 1, puisque c'est une pulsation. Mais comme vous le savez, les radians sont une dimension, c'est une unité qui n'a pas de dimension. D'accord. C'est vraiment une pulsation. Et surtout, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, je l'ai dit quand j'ai parlé des valeurs de Q, d'accord, simplement parce que si j'ai mis des trucs comme ça, Q est quelle dimension? Effectivement, Q est sans dimension. C'est pour ça que j'ai dit que Q pouvait être compris entre machin et plus l'infini sans mettre d'unité dessus. D'accord. J'ai compris un nombre. D'accord. Q est sans dimension. Puisque comme oméga 0 c'est l'inverse d'un temps, et bien en fait, vous avez bien f fois l'inverse d'un temps, c'est-à-dire f fois l'inverse d'un temps au carré. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On fait tout ça parce qu'en fait, ça va rendre plus simple les divers cas, et c'est ça dont je vais parler jusqu'à la fin du cours, le paramétrage des divers cas, et on fera en fait la forme des solutions jeudi. Voilà. Qu'est-ce qui me manque pour résoudre mon équation différentielle? Il faut bien que vous compreniez le process. Résoudre une équation différentielle, c'est trouver quoi? Les racines du polynôme caractéristique, donc il faut que je trouve d'abord le polynôme caractéristique, d'accord? Ça, je ne l'ai pas encore écrit, on est d'accord? Mais j'attendais la forme canonique pour ça. Donc, le polynôme caractéristique... C'est ça la forme canonique? Ah oui, pardon, j'ai oublié de l'écrire. Tout à fait, ça, c'est la forme canonique. Des équations d'ordre 2. D'accord? Voilà. Linéaire, coefficient constant, linéaire, enfin voilà, tout ça. Donc, le polynôme caractéristique s'écrit comment? Donc, je vais l'appeler P2. Donc là, on va prendre directement cette forme-là. C'est le même polynôme, enfin, c'est les mêmes racines en tout cas. C'est pas le même polynôme, mais c'est les mêmes racines. On y va? Ouais? Ok? Si, vas-y. Au pire, tu te trompes. X carré, voilà, tout à fait. N'oubliez pas le x carré, hein. Je vous rappelle que 1 et 0, c'est pas la même chose. X, ouais. Donc le polynôme caractéristique, c'est ça. C'est x carré, voilà, je sais pas d'où c'est bien. C'est x carré plus oméga 0 sur q plus oméga 0 carré, qui est un magnifique polynôme du second degré, ce qui est tout à fait normal parce que mon équodif était du second ordre. Enfin, il n'y a pas de méga surprise dans cette histoire. Et donc, en gros, en fait, il va falloir trouver les racines de ce truc-là. Et trouver les racines de ce truc-là, c'est bon? Oui. Théoriquement, vous devrez avoir des illuminations au fur et à mesure, hein, d'accord? X, c'est... Non, X, c'est pas M. Non, c'est juste une relation entre deux paramétrages. Voilà. Donc, non, pas mauvaise illumination. Éteins. Éteins. Voilà. Et donc, effectivement, en fait, il s'avère que la forme des solutions... Alors ça, c'est hyper important à comprendre. Vous voyez qu'on va mettre les racines dans des exponentielles. Vous vous souvenez que les solutions, c'est des exponentielles des racines fouettées. Donc les racines de ce polynôme caractéristique, on va les coller dans les exponentielles. Sauf qu'il y a une différence de comportement énorme entre un exponentiel réel et un exponentiel complexe. Il y en a un qui converge ou qui diverge, il y en a un qui oscille. Parce qu'un exponentiel complexe, vous n'avez pas encore l'habitude pour ça, mais ça, c'est vraiment un pli à prendre qui est extrêmement important. Un exponentiel complexe, en gros, c'est un cosinus. Enfin, c'est un cosinus, un sinus, mais bon, dans le principe, voilà, quoi, c'est un peu le truc, quoi. On est d'accord? Voilà. Donc, en gros, une combinaison linéaire d'exponentielles, ça vous donne des cosinus et des sinus dans cette histoire-là. Donc, vous voyez que physiquement, vous n'avez pas les mêmes comportements. Il y a un cas où votre système il va faire un truc comme ça. D'accord? C'est un exponentiel un peu dégueulasse, voilà. Et puis, il y a un cas où ça va faire des zouzous, d'accord? Et ça, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, c'est dommage qu'on commence par l'électricité pour ça, parce que la majorité des systèmes d'ordre 2 que vous connaissez, en fait, c'est des systèmes mécaniques. Pour une raison très simple, c'est que ce que vous connaissez sous le nom de seconde loi de Newton vous raconte que la dérivée seconde de la position
est égale à un truc. Et donc la dérivée seconde, l'accélération quoi, d'accord, voilà. Et donc la dérivée seconde en mécanique, ça sort à peu près tout seul. Par exemple, un système d'ordre 2 que vous connaissez très très bien, c'est une voiture avec des amortisseurs. D'accord? Quand vous montez dans une voiture, la voiture elle descend, d'accord? Et elle ne fait pas ça. Parce que vous êtes content que les racines du polynôme caractéristique soient réelles. Et pas complexes. D'accord? Non mais... Ou au contraire, si vous avez une balançoire, par exemple, vous êtes content que dans une balançoire, les racines elles soient complexes. Parce que sinon, c'est pas drôle, une balançoire. C'est moins sympa, vous êtes d'accord quand même? Donc, choisissez votre camp, mais vous êtes quand même content que votre voiture ne se comporte pas comme une balançoire. Et inversement. On est d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important parce que physiquement, la forme des solutions mathématiques va avoir des conséquences physiques extrêmement importantes dans cette histoire-là. Okay, donc, on le reverra jeudi, mais sur des cas mécaniques. D'accord? Ce sera plus facile à montrer. Et bien sûr, vous le verrez en TP à la rentrée sur des cas électriques. D'accord? Dès demain, vous verrez l'ordre 1. Et à la rentrée, on verra l'ordre 2. Pour l'instant, je fais la disjonction de cas. Il me reste 5 minutes. Ça va être relativement simple. D'accord? Et c'est plus une introduction à la suite qu'autre chose. On a alors 3 cas. Alors, on a alors 3 cas selon la valeur, enfin le signe plus exactement, de delta. Delta qui vaut quoi? Delta vaut quoi? B carré moins 4AC. D'accord? Donc, B carré c'est... Donc on est parti, ça fait donc oméga 0 carré sur Q carré, moins 4 fois oméga 0 carré, tout court. Tout simplement parce qu'en fait, comme A vaut 1, oui, ça se passe bien. Et vous voyez que là, il y a un truc vachement sympa. C'est que le signe de delta dépend uniquement du signe de la valeur de Q. En particulier par rapport à 1,5. Si Q est plus grand que 1,5, delta est négatif. Si Q vaut 1,5, delta est nul. Si Q est plus petit que 1,5, delta est positif. D'accord? Donc ça, c'est un truc assez important. Et on va faire un petit tableau pour résumer tout ça. Alors, delta positif. Ce qui est équivalent à dire que quoi pour Q? Si delta est positif, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit grand. D'accord? Et donc que Q soit petit. D'accord? Équivalent à dire que Q est plus petit que 1,5. D'accord? Je rappelle que Q est positif au passage. D'accord? Et donc c'est équivalent à dire qu'on a quoi comme racine? Delta positif, c'est quoi comme type de racine? De racine réelle. D'accord? Donc on a 2 racines réelles. Ces 2 racines réelles, on l'a vu en début de cours, seront de quel signe? Négatif. 2 racines réelles négatives. Soit delta est égal à 0, auquel cas vous avez Q qui vaut quoi? 1,5. D'accord. Équivalent à dire que Q égale 1,5. Équivalent à dire qu'on a combien de racines? Une seule racine, d'accord. Alors, je vous donne ce mot. Vous le croiserez de nombreuses fois en physique, mais probablement pas dans votre cursus en MPSI, MP. En physique, on appelle ça dégénéré. En fait, quand il devrait y avoir 2 trucs, mais que ces 2 trucs ont la même valeur et donc il n'y en a qu'un seul, on parle de dégénérescence en physique. Vous le croisez en chimie un peu? Ouais, ça, c'est pas une insulte, c'est bon. Ouais. Et troisième point, quel est le troisième cas en fait? Si delta effectivement est négatif, ce qui est équivalent à dire que Q est strictement supérieur à 1,5, et ce qui est équivalent à dire qu'on a 2 racines complexes. Elles ont quoi comme propriété supplémentaire par ces racines? Elles sont conjuguées. Alors ça, c'est hyper important à vous souvenir de ce que ça veut dire. D'accord? Les complexes, vous avez commencé ou pas encore avec M. Lévy? Vous avez fini? Oh, vous êtes... C'est bon, quoi. Vous êtes niveau 4, quoi. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la partie réelle de ces 2 racines? C'est la même. Et d'ailleurs, en l'occurrence, elles sont négatives. D'accord?
Donc, racine de R1 égale la partie réelle de R2, et ce truc-là est négatif. D'accord? Ça, c'est par stabilité. Et qu'est-ce qu'on peut dire des parties imaginaires? Ouais. Je l'ai entendu quelque part. Elles sont opposées, effectivement. Petite remarque, vous savez les sortir de tête, là, directement, par rapport au petit exercice, avant de partir. La partie réelle, ça vaut moins B sur 2A, d'accord? Mais vous voyez qu'ici, en fait, A vaut 1. Donc, en fait, la partie réelle, ça vaut tout simplement moins B sur 2. Et moins B, c'est oméga 0 sur Q. C'est moins oméga 0 sur Q. Donc, la partie réelle, en fait, ça vaut forcément, vous avez le droit d'écrire, moins oméga 0 sur 2Q. D'accord? Et ça vaut, enfin après, on le reverra de toute façon, ça vaut moins oméga sur 2Q, je l'écris là. Et la partie imaginaire, ça vaut racine de moins delta, d'accord, sur 2. Et sauf que vous voyez, il y a un magnifique carré là, qui va pouvoir sortir tranquillement. D'accord? Donc la forme conique elle est faite pour ça, pour que grosso modo, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc, ça vaut oméga 0, mais on les reverra de toute façon, t'inquiète pas, on les fera. Ça vaut oméga 0, racine de 4 moins 1 sur Q2, mais on divisé par 2. Oui, c'est les deux parties imaginaires sont opposées. Donc, alors, ce que je veux pour jeudi, c'est que toute cette partie sur les équations différentielles soit lue, relue, su jusqu'au bout des doigts. D'accord? Parce que jeudi, on commence le lourd. D'accord? C'est-à-dire la forme des solutions dans les différents régimes. Et vous aurez à les connaître par cœur. Et c'est pas facile.